Bon, bonsoir à tous, moi je m'appelle Étienne. Juste pour savoir un petit peu dans la salle, donc moi ce soir je vais vous parler de API. Ah pardon. Tu rentres pas dans le cadre. Ah pardon. C'est bon. Donc oui, donc le talk, je me suis fait avoir par Grégoire au premier Meetup Gross Hacking. Il m'a dit bon viens, faut que tu parles un petit peu de tout ce qui est B2B. Donc moi je vais proposer de parler de tout ce qui est API et API d'enrichissement de données, parce que dans le gros hacking ça devient, je pense, un gros levier sur lequel on peut s'appuyer. Là je vais vous parler surtout d'acquisition et comment cibler des entreprises, créer une base de données de prospection. Donc juste je voulais savoir un petit peu dans l'audience s'il y avait des gens qui étaient dans le sales, marketing, B2B, si vous pouvez juste lever la main. Ok. Et s'il y avait des développeurs aussi dans la salle. Ok. Bon, je risque peut-être de dire des conneries ce soir, n'hésitez pas à me reprendre. Voilà. Donc avant de commencer rapidement, pour me présenter, moi j'ai plutôt un background sales. J'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé 3 ans chez Dell, donc constructeur informatique. Et puis après, j'ai travaillé dans des SS2I. Et en fait, j'avais une frustration parce que dans ces SS2I, j'étais sales et on me donnait un vieux fichier Excel pourri avec plein de noms. On me disait, vas-y, génère des leads, fais des rendez-vous, etc. Et il y avait une grande frustration. Je vous parle de ça, on était peut-être en 2010-2011. Et en fait, déjà à l'époque, je me suis dit, je vais sur LinkedIn, c'est déjà une source de données. Et j'ai commencé à deviner des emails, etc. À trouver des petites techniques comme ça. À l'époque, il y avait un blog aux États-Unis qui s'appelait saleshacker.com, et puis comme ça qui donnait des petits tips aux sales, comment deviner les emails, envoyer des emails à des décideurs comme ça pour générer des leads. Et puis après, il y a eu d'autres outils type Datanana, je ne sais pas si ça en parle, c'est un des premiers. Et puis il y a eu Salesloft qui permettait à partir d'un profil LinkedIn de deviner l'email et créer une liste de prospection. Donc voilà. Donc j'ai commencé un petit peu comme ça, et puis on a créé avec un collègue qui s'appelle Yann Beccaria, qui est à Lille, que je salue, un blog qui s'appelle Sales Hacking, un peu dans l'esprit de saleshacker.com où on partageait des tips, etc. Alors si vous êtes allé sur le blog avant, vous avez dû voir qu'il n'y a pas de contenu depuis un petit moment. Peut-être que des gens qui ont des blogs savent que voilà, de faire du contenu régulièrement, c'est pas facile. Et puis en plus, le contenu évolue tout le temps. Donc après, je vous ai mis expérimenter, se planter, recommencer. C'est pour rebondir ce que disait un petit peu sur Grégoire en introduction. C'est vraiment le mindset Gross Hacking, de toujours tester des nouvelles choses. Des API, il y en a tous les jours qui sortent. Moi, je suis super fan d'outils, d'extensions Chrome. Pour vous dire, j'ai une extension Chrome pour gérer les extensions Chrome, parce que j'en ai trop, pour les tuer. Voilà, donc c'est vraiment avoir cette démarche. Et puis j'ai mis grosshacking.fr, là je suis un petit peu moins actif, mais à l'époque j'étais vraiment très actif sur le blog, tout ce qui est B2B. Voilà pour le blabla. Donc apparemment j'ai que 15 minutes, je vais essayer d'accélérer. Donc rapidement définir ce que c'est une API, pourquoi c'est intéressant, des exemples d'API, des outils pour utiliser ces API, et puis 2 cas d'usage pour montrer moi un workflow, enfin 2 workflows, un petit peu comment j'utilise ça au quotidien. Donc une API c'est quoi ? Donc c'est un acronyme Application Programming Interface. En gros c'est un programme qui va parler à un autre programme. On utilise souvent l'analogie de la prise électrique. Ça peut être défini comme un programme qui fournit un service, qui est l'électricité, et sur lequel on branche son ordinateur qui consomme ce service. Et en gros, une API, ça va être pareil, une API d'enrichissement de données. Je vais brancher peut-être mon CRM dessus et ça va me remonter des informations, un email, un numéro de téléphone, ce genre de choses. Voilà. Et je vous ai mis un exemple, par exemple dans l'application Uber, ils utilisent l'API Google Maps pour afficher les cartes. Et l'intérêt, c'est que c'est une interface, on a juste à se brancher dessus et on n'a pas besoin de tout recoder une application de carte. Voilà, donc pourquoi c'est intéressant d'un point de vue un peu gros hacking marketing, moi je parle vraiment des API web d'enrichissement ce soir.
c'est que ça permet en fait de centraliser des données, voilà, d'avoir une donnée, voilà, les données partout, vraiment de les centraliser et de les inclure un petit peu dans son stack. Mais en fait, le point, c'était de dire, moi, les meilleurs commerciaux que je connaisse, c'est ceux qui connaissent le mieux leurs clients, leurs enjeux, leurs problèmes. Par exemple, je ne sais pas, une entreprise qui est dans le pharmaceutique, il y en a pas mal sur Lyon, ils ont des enjeux, des problèmes particuliers. Et nous, en tant que marketeurs, des fois, on envoie des campagnes à des gens qu'on connaît finalement pas. Et les API, en fait, nous aident vraiment à avoir un maximum de données pour segmenter, avoir des campagnes plus pertinentes et puis augmenter son taux de conversion. Donc là, je vais vous montrer 5 exemples d'API que moi, j'utilise au quotidien. Donc j'ai fait des petites gifs animées pour vous montrer, là on voit pas très bien. La première, souvent quand on commence à faire un ciblage, on commence par les entreprises. On va dire quelles sont les entreprises cibles. Moi j'ai envie de cibler les entreprises entre 500 et 1000 salariés sur le Rhône. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de l'année, il y a eu la base Sirène, donc c'est la base de toutes les entreprises en France. Il y a plus de 10 millions d'entreprises qui sont en open data. Donc n'importe qui peut explorer ces données et les segmenter. Donc c'est vraiment un truc, c'est vraiment un levier parce que ça nous permet vraiment d'avoir une exhaustivité de son terrain de jeu si on a défini un segment. Pourquoi je cite Open Data Soft? Parce que eux en fait ils agrègent en fait quotidiennement ces données, ils les mettent à jour. Et en fait, ils mettent à disposition une API, et ça gratuitement. Donc c'est vraiment top, je vous invite vraiment à regarder et jouer avec. Le deuxième, c'est Société Info, qui est un petit peu pareil, qui s'appuie sur la base Sirène, mais l'intérêt, c'est qu'ils mettent un petit peu plus de données avec. Il y a des comptes Twitter associés, on peut mettre des mots-clés, parce qu'ils ont scrappé un petit peu le code de différentes entreprises. Donc avec des mots-clés, on peut faire vraiment des requêtes assez pertinentes. Après Hunter.io, donc ça c'est des petits français, j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent, qui permettent de deviner les emails. Ils ont plusieurs API, mais celle la plus connue, c'était celle qui permettait de deviner les emails. Il y avait une extension Chrome qui malheureusement n'existe plus, qui à partir d'un profil LinkedIn, on pouvait deviner une adresse email. Mais quand même, on peut utiliser cette API, on peut imaginer, j'ai un spreadsheet de nom, prénom de 3000 prospects. S'appuyer sur cette API pour deviner les emails et même les vérifier. Clearbit, alors ça c'est un américain, c'est vraiment une API surpuissante. Bon, par contre c'est vraiment assez cher, mais on peut imaginer que quand j'ai deviné un email, là j'ai fait l'exemple avec l'adresse email de Xavier Niel, et on peut enrichir son CRM. Donc là toutes les API que je vous montre, petite précision, c'est dans l'interface web fourni par l'API. Mais après, l'intérêt d'une API, c'est qu'on l'intègre un petit peu après soit dans son application, dans son CRM, etc. Et je vous montrerai après. Mais voilà, ils ont d'enrichissement de données à partir d'une adresse email ou aussi une API que je trouve très intéressante qui s'appelle Reveal, qui à partir d'une IP, ça va nous sortir un nom de domaine. Donc sur Google Analytics, je vous montrerai à la fin à quoi ça ressemble. On peut faire entre guillemets du retargeting parce qu'on sait que, je sais pas, Sanofi, allez voir notre site, notre entreprise. Donc peut-être ça vaut le coup d'envoyer un email à un bon décideur dans cette entreprise. Et le dernier que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lusha, donc là c'est sous le format d'une extension Chrome qui permet d'avoir les numéros de téléphone, donc les lignes directes et les mobiles. Et je vous assure que ça marche et c'est vraiment surpuissant. De n'importe quel profil. Il y a énormément de profils sur lesquels on a les informations. Donc là, c'était juste pour la petite blague, j'ai mis Stéphane Plaza, voilà, parce que j'ai un collègue qui cherchait ça, parce qu'il cherche un appart. Enfin voilà. Je me dis, tu veux pas me donner son numéro? Donc avant de passer aux outils, c'est juste un petit rappel par rapport à ce que je vais vous montrer par la suite. En fait, une API web, souvent, c'est une requête HTTP. Ça revient dans son navigateur à taper une adresse. Et en fait, c'est composé de plusieurs choses. Donc, c'est une adresse, une URL. Donc là, j'ai pris l'API d'Hunter. En fait, c'est composé d'un nom de domaine. C'est composé, là en rouge, c'est le nom de l'API. Donc là, c'est l'API pour chercher à partir d'un nom de domaine. Envoie-moi toutes les adresses email associées à ce domaine.
Donc là, on fait la recette sur stripe.com. Et enfin, une clé API qui permet d'identifier, parce que le business model des API, en fait, c'est au nombre de requêtes. Donc ils ont besoin d'une clé pour s'identifier. Donc là, la clé, j'ai mis des XXX à la fin. Vous pouvez vous amuser à chercher, hein, parce que ça, faut pas le partager normalement. Et en retour de ça, donc quand on fait cette requête, souvent on a plusieurs formats de données. Là, j'ai mis 2 formats de données qui sont connus, qui sont XML et JSON. En gros, il ne faut pas que ça fasse peur, mais voilà, c'est des standards de format de données que ça nous renvoie. Donc là, je vais vous présenter 4 outils. Alors le premier, c'est Postman. Hop, je vais vous montrer ça. Donc Postman, en fait, c'est un outil normalement plus pour les développeurs pour développer leurs propres API. Moi, je m'en sers en fait comme une interface. Je ne sais pas si les gens vont bien voir. Comme une interface pour tester et jouer avec des nouvelles API. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on peut créer des dossiers avec ces API. Là, je vais vous montrer par exemple l'API d'Hunter, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, il y a ma requête en HTTP, et à partir d'un nom de domaine et la clé, voilà, on fait une requête. Et donc là, en format JSON, ça va me renvoyer toutes les adresses email en del.com. Qu'il y a dans la base de données d'Hunter. Voilà. Ça, c'est plus un outil au quotidien. Si on a envie de faire une petite requête, ou par exemple sur Lusha, donc ça c'était pour trouver les numéros de téléphone. Donc là, le portable j'ai envie d'avoir le portable de Jean-Michel Audas pour lui faire un petit coucou, par exemple. Voilà. Et là, on a les informations. Alors, ne me demandez pas où ils vont chercher les données, hein. Voilà, c'est peut-être le petit côté Black Hat que parlait Grégoire en introduction. Mais voilà, c'est vraiment un outil voilà, que j'utilise pas tout le temps, mais qui permet de tester des API, différentes API. Et il y a une version premium qui permet de partager. Par exemple, là j'ai fait un dossier pour entreprise, un dossier plus pour les prospects. Ça permet de les partager en interne, peut-être à d'autres gens qui sont intéressés. Le deuxième outil que je vais vous présenter, c'est Zapier. Donc je pense que ça, il y a pas mal de gens qui le... Ah, pardon. C'était quoi l'outil qui centralisait les API? Postman. Celui-là, Postman. En gros, c'est quoi? C'est un agrégateur finalement d'API que tu peux mettre en place? Ouais, ça te permet de tester tes API. En gros, c'est plus à la base pour les développeurs pour développer leurs propres API, les tester, etc., avoir une interface, jouer avec, etc. Moi, je détourne un petit peu cet usage. Je ne suis pas codeur, etc., mais ça me permet de faire des petites requêtes à la volée, tester des nouvelles API, etc., et les partager éventuellement avec d'autres personnes. Alors deuxième, c'est Zapier. Je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent. Ça permet de connecter soit des applications entre elles, ou soit également des API. On le verra à la fin avec un petit cas d'usage. C'est pour ça que là, pour l'instant, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais par exemple, je peux dire à chaque fois que quelqu'un sign up sur mon site ou sur ma newsletter, ça me le rajoute à mon CRM. Et en fait, après, ça fait un zap. Voilà, on crée un zap. Il y a des gens qui ne connaissent pas Zapier, là, peut-être dans l'assistance. Ok, c'est quand même assez connu. Ouais. Après, peut-être tout le monde ne connaît pas le potentiel, parce que je parlerai à la fin, mais ça permet même d'intégrer des API qui ne sont pas forcément dans Zapier, avec les webhooks. Ouais. Ouais, tout à fait. Effectivement. Après Google Sheet, je vous montre Google Sheet parce que y a pas mal d'API en fait qui font ce qu'on appelle des modules complémentaires. Là, je vais vous montrer avec Hunter.io. Imaginons vous avez scrappé LinkedIn, c'est pas bien, et vous avez, je sais pas, 5000 noms, prénoms, nom d'entreprise. Voilà, vous n'avez pas envie de vous embêter. Je sais pas si tout le monde connaît. Donc en fait, vous allez sur Hunter.io, on peut télécharger un module complémentaire. Et là, je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas chargé. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y est pas. Ah si, ça y est. Alors, en gros, ça va vous faire un petit panneau sur le côté. Et on va lui dire à partir d'un nom, d'un prénom,
trouve-moi l'adresse email. Donc là, tac. Donc voilà, c'est vraiment une interface, c'est super simple. Bon, j'ai même pas besoin de faire ça, à mon avis, en faisant ça. J'espère que je vais pas avoir l'effet démo. Bon, normalement, ça le trouve. Voilà. C'est toujours quand on fait les présentations que... Voilà. Il y a un deuxième truc dans Google Sheet qui est peut-être un peu moins connu. En fait, c'est un script import JSON qui permet... donc, il y a un éditeur de script dans Google Sheet et en fait qui permet à Google Sheet d'interpréter du JSON à partir des API. Donc c'est un petit script à renseigner, je crois que c'est dans Outils éditeur de script. Voilà. Bon, en gros c'est là. Voilà. Mais de toute façon, je vous mettrai un lien. Il y a l'article en fait qui explique comment installer ce script. Et là, je vous ai pris l'exemple où j'ai un numéro de sirène, le nom d'une entreprise. Et en fait, là, donc c'est complètement dynamique. C'est avec l'API d'Open Datasoft que je vous ai montré en introduction. Et ça me met l'activité. Je veux dire, moi j'ai deux critères de segmentation. C'est l'activité et l'effectif. Et voilà. Et là, de façon dynamique, ça le met à jour. Donc là, ça fait un petit peu peur. Il y a une grammaire particulière. Mais il ne faut pas que ça fasse peur, parce que là, c'est l'API d'Open Datasoft qui est un petit peu touffu. Mais voilà, vraiment, on peut s'appuyer là-dessus, quoi. Le dernier outil, je ne vais pas vous faire une démo, je vais juste vous le montrer. C'est un peu comme les modules complémentaires, ça s'appelle Blockspring. Et en fait, via les modules complémentaires de Google Sheet, ça permet d'accéder de plein d'API. Donc là, je vous ai mis une page où en fait, on utilise l'API Bing qui nous trouve à partir d'un nom d'entreprise, ça me trouve les noms de domaine. Voilà, alors Blockspring, je crois que c'est quelque chose de payant, mais voilà, ça permet d'enrichir à partir de... On peut imaginer, j'ai 1000 noms d'entreprise, ça me trouve les 1000 noms de domaine, et après avec Hunter, ça va me trouver les adresses email associées. Voilà, donc là maintenant je vais vous montrer deux petits cas d'usage. Ça va niveau timing? Donc là on imagine que je suis une start-up et je vise, je sais pas, les directeurs financiers, je suis une fintech donc là c'est la DAF de Biomérieux et j'ai envie de l'ajouter à ma base de données de prospection. Donc ce que je vais faire, donc là je vais, donc c'est plus Hunter.io, là c'est un autre qui s'appelle GetEmail, c'est une API qui permet de trouver les adresses email. Donc j'appuie sur ce bouton, ça va me trouver l'adresse email, normalement, si j'ai pas encore l'effet démo. Voilà, ça m'a trouvé l'adresse email. Et grâce à différents apps de Zapier, ça me l'a rajouté dans le CRM. Voilà, donc ça c'est HubSpot CRM, c'est un CRM qui est complètement gratuit. Et là, en tâche de fond, je me suis appuyé sur 4 ou 5 API différentes pour renseigner des données. Donc là, boum, elle est dans mon CRM. Donc là, ça m'a renseigné son genre. Bon, après, on pourra affiner ça et dire à Zapier, quand c'est female, tu me mets madame en termes de salutation. J'ai Clearbit qui m'a ajouté aussi l'industrie, la localisation que c'était, le profil LinkedIn, donc ça on l'avait à la base. Et moralement, Lusha a planté, mais ça me rajoute aussi le portable et la ligne directe de la personne. Voilà, donc là on s'est appuyé sur Zapier et différentes API pour... C'est pour peu qu'il y ait cette information, cette donnée-là présente sur Zapier. Ouais, tout à fait, qui est dans le... voilà. Numéro de téléphone portable ou de numéro fixe de cette personne-là, de toute façon, c'est l'API en fait, c'est l'API qui va me la fournir. Voilà. Là, justement, je vais vous montrer, là c'est le Zap. Dès que j'ai un nouveau contact dans HubSpot CRM, j'ai l'API Lusha qui va chercher dans sa base de données et l'enrichir après dans mon CRM. Voilà, en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. Tac.
Voilà. Donc on s'est appuyé en fait sur 4 API. Donc il y a GetProspect, moi que j'utilise en ce moment, ça va peut-être changer en alternative d'Hunter.io, qui m'a trouvé l'email. Ensuite j'ai Clearbit qui m'a rajouté différentes informations, peut-être le profil LinkedIn, l'industrie, d'autres critères de segmentation. Il y a Lusha qui m'a trouvé le numéro de téléphone. Bon là ça n'a pas marché, mais normalement ça trouve le numéro de téléphone. Et là, la dernière, c'est Gender API, c'est à partir d'un prénom, en fait, ça me détermine si c'est un homme ou une femme. Et comme ça, quand on fait des campagnes de cold emailing, et bah, ça nous mettra automatiquement madame, monsieur, etc. Voilà, c'est une DAF, donc je ne vais pas forcément l'appeler par son prénom, là je vais peut-être plus mettre madame un tel. Et pour le dernier, en fait, je voulais faire juste une petite précision. Gender API, c'est pas répertorié dans Zapier. En fait, j'ai utilisé les webbooks de Zapier pour avoir cet enrichissement de données. Alors le deuxième cas maintenant, j'en parlais tout à l'heure, c'est Clearbit Reveal. Donc là, c'est un petit extrait de Google Analytics. C'est plus, donc c'est un petit code, un petit script à mettre sur votre site. C'est à partir d'une IP, ça nous retourne un domaine. Et après, on peut imaginer que tous les jours ou toutes les semaines, tous les lundis, on reçoit un petit PDF et dire il y a telle entreprise qui est venue sur ton site. Donc après, toi, tu vas regarder peut-être dans ton CRM ou dans ta base de prospection si tu as une personne qui correspond à cette entreprise et le recontacter. Voilà, c'est une façon un petit peu intelligente de faire du retargeting. Alors Clearbit Reveal, c'est assez cher. Mais maintenant, il y a plusieurs API, qui font ça, quoi. Alors la conclusion, c'est de dire vraiment qu'on connaît pas son client en fait. La plupart du temps, on connaît vraiment pas le client et finalement, c'est pas très grave. Parce qu'aujourd'hui, on a plus en plus d'API qui nous permettent vraiment de personnaliser nos campagnes. Et c'est pour ça, c'était un peu le message de ce soir. C'est vraiment s'appuyer sur ces différentes API. On a des nouvelles tous les jours, donc il faut vraiment regarder ce qu'il y a et s'appuyer dessus pour optimiser un petit peu sa conversion. Et juste un petit peu en ouverture, en fait, c'est un peu le buzzword du moment, mais c'est tout ce qui est IA, en fait. Je pense que c'était intéressant de partager avec vous, qui nous permet toujours aussi, dans cette dynamique de personnalisation, Là, je vous ai pris l'exemple d'une startup qui s'appelle Sentient & Sound. En fait, ça ne fait pas du A/B testing, mais ça teste des milliers de combinaisons de sites pour optimiser la conversion. Voilà, et ça s'appuie sur de l'intelligence artificielle et je pense qu'on va en avoir de plus en plus dans tous les outils qu'on a au quotidien. Voilà, écoutez, je vous remercie. Si vous souhaitez télécharger les slides, j'ai fait un lien et j'ai mis des sources à la fin. Tous les outils dont je vous ai parlé, il y a les sources, donc vous pouvez aller télécharger. Voilà. J'ai mis le Twitter, mais normalement avec ce que je vous ai donné, vous trouvez tout sur moi, l'adresse email, le portable, normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, du coup. Ouais. L'intelligence artificielle, ça va pas faire disparaître le métier de marketeur. Parce qu'on va dire, oui, pour moi, je suis dans tel domaine. L'intelligence artificielle, elle va scraper, elle Ouais, tout à fait. Il y a une petite partie dont je n'ai pas parlé, mais je pense qu'il y a quand même un aspect psychologie. Parce que finalement, là, c'est bien beau. En fait, finalement, c'est peut-être la partie facile qu'on fait. La partie compliquée, c'est d'envoyer des campagnes de cold emailing et que les mecs répondent à tes emails. C'est peut-être ça la partie la plus compliquée où peut-être en allant chercher plein de données, plein d'infos sur un prospect, on pourra personnaliser des campagnes de cold emailing, mais je pense que quand même, il faudra que ça soit fait par un humain, quoi. Ça revient à la définition de growth hacking, c'est-à-dire que si une IA, du coup, ça devient une commodité. Du coup, si c'est une commodité, tout le monde va le faire et du coup, toutes les boîtes email seront complètement envahies. Et du coup, le growth hacker devra trouver autre chose pour que justement il arrive à dépasser ça et qu'il redevienne, il ait de nouveau de l'impact. Par exemple, pour les particuliers, maintenant toutes les boîtes mail elles sont complètement surchargées et vous, quand vous êtes sur Gmail, vous passez au mieux en promotion
Ouais. Aux réseaux sociaux, au pire en spam. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Pour les particuliers, hein. Pour le B2B, c'est toujours pertinent, parce que B2B, il n'y a pas d'autre moyen. Vous faites une newsletter sur Facebook Messenger. Vous faites un bot, vous prenez Chatfuel, vous arrivez à susciter de l'engagement avec votre chatbot, et après vous envoyez des newsletters via le chatbot, et vous arrivez avec des taux d'ouverture à 87% et des taux de clic à 45%. Donc voilà, mais ça c'est le nouveau truc, parce que les emails sont dépassés, du coup on pense à autre chose. En B2B, C'est ça. Voilà, En fait, il faut le voir, il y a différents canaux et au bout d'un moment, c'est assez saturé. Alors nous, c'est vrai que dans le B2B, le cold emailing, pour l'instant, ça fonctionne bien et tout le monde travaille dessus. Mais il y a 10 ans, t'envoyais en cold emailing des trucs complètement basiques, sans personnalisation, ça marchait. Ouais. Maintenant, la personne, elle est impressionnée parce que justement, t'as enrichi et du coup, la personne se dit, waouh, mais ce mail, il a été écrit juste pour moi. Donc c'est ça, c'est ce que tu présentes, c'est aujourd'hui, maintenant la cold emailing, il y a plein de gens qui ont des bases mails, qui font des mails comme ça, comme des bourrins. Moi, je l'ai fait. Hein. Voilà, mais on l'a fait à nous, parce que Moi, je l'ai fait. Moi, je faisais ça il y a 3 ans, Mais j'avais des taux, c'était la folie. Mais maintenant, les gros hackers comme Étienne, ils disent, ok, c'est quoi là, comment je suis en avance? Je suis en avance parce que je suis ultra personnalisé. Ouais, et puis moi, je peux même vous donner des exemples où des mecs ont fait des visuels comme des infographies en personnalisant, en s'appuyant justement sur des API. Et en faisant pour chaque email une infographie avec le logo de l'entreprise personnalisé. Donc les gens, finalement c'est tout automatisé, mais voilà, la personne qui reçoit dit ouais, il a écrit ça que pour moi, quoi. Voilà. Sur les chatbots un petit peu, sauf que les chatbots on peut récupérer dans Facebook des datas sur la personne qu'on cible en plus, donc leur anniversaire. Voilà, de toute façon, les particuliers, tu fais du cold emailing sur des particuliers, à part te retrouver avec la CNIL au cul. En vrai, avec du particulier, non mais pas forcément. Non mais en particulier, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a d'autres choses, on peut créer des audiences, il y a 10 millions de trucs, mais on parlait du B2B, mais... Ouais, mais moi je m'interroge un petit peu sur Facebook parce que par exemple avec Lusha, j'ai plein de numéros de téléphone. Et là, je sais pas si vous savez, mais il y a un nouveau petit hack sur Facebook. Si on tape le numéro de portable dans la recherche Facebook, et ça nous ressort le profil associé à la personne sur ce portable. Donc on peut imaginer que je scrape tous les profils et que je fasse une campagne Facebook là-dessus. Enfin, j'ai pas testé, mais voilà, on essaie toujours des canaux. Bon. Après, après, il y a un truc à savoir. Ce que je vous dis, c'est valable pour une industrie. Moi, je vise plus des directeurs informatiques, des choses comme ça. Et peut-être la démarche que je fais sur d'autres secteurs d'activité, c'est pas valable. Donc voilà, c'est vraiment, faut faire très attention avec les conseils en gros hacking. Faut jamais oublier à qui on s'adresse. C'est pour ça que je disais, on ne connaît pas son client. Il faut vraiment toujours savoir quelles sont ses préoccupations, les enjeux, etc. Parce que typiquement, si vous visez des directeurs informatiques de grosses boîtes, ils ont tous une adresse email corporate. Du coup, tu vas avoir un très bon taux de matching. Essayez de viser des mecs, des entrepreneurs sur LinkedIn, vous avez juste envie de vous tirer une balle, quoi. Les mecs, ils ont leur adresse email Gmail perso, c'est leur numéro de téléphone, c'est leur ancien truc, ils ont pas renseigné leur profil. Du coup, vous visez entrepreneur, en fait, vous tombez à la moitié, c'est des étudiants qui sont étudiants entrepreneurs, ce qui est intéressant, mais souvent c'est pas la cible. Donc, il y a des industries qui sont plus difficiles à viser que d'autres. Si nous, on a la problématique en ce moment, par exemple pour les médecins, c'est compliqué. Parce que les médecins, ils se mettent pas beaucoup sur LinkedIn, etc. Enfin, ça dépend des spécialités. Mais un médecin généraliste, par exemple, ne sera jamais sur LinkedIn. Mais il faut s'appuyer. Ce type de métier plus pour en discuter, mais. Non, mais après, en fait, il y a toujours des sources de données de référence. Moi, par exemple, les directeurs informatiques font beaucoup d'événements. Il y a des grands événements. Et des fois, il y a des annuaires. Enfin, voilà, il y a toujours des trucs à scraper ou des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Il faut trouver ces sources de données. Voilà, c'est un peu l'enjeu. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ma présentation. Vas-y. Ce que tu fais, c'est pas encore dans la commodité, où il y a déjà des CRM et des outils qui vont bien plus loin et qui intègrent automatiquement tous ces automatismes qui avec Cloud, je sais pas quoi. Non, pas encore. Non, ça reste encore. Moi, je le fais. Ouais, peut-être parce que justement le sales c'était un peu le parent pauvre. Et puis en plus dans le B2B, maintenant il y a une frontière entre le sales et le marketing qui est de plus en plus floue, quoi. Surtout sur la partie lead generation, parce que souvent il y a une équipe sales, on dit génère du rendez-vous, et puis il y a le marketing aussi qui fait son travail dans son coin. Et là en ce moment c'est en train de se rapprocher. Enfin idéalement, il y a encore des entreprises où c'est assez chacun fait des trucs dans son coin.
Mais voilà. Mais là, il y a eu des signaux un peu de LinkedIn qui s'incluent dans des outils un petit peu comme ça. Par exemple, il y a le CRM de Microsoft, forcément, parce que LinkedIn, ça a été racheté par Microsoft, qui intègre LinkedIn. Et voilà, on peut faire des trucs. Mais après, c'est vrai que si on veut un truc personnalisé, toi, en tant que dev, tu dis, bah moi, je vais prendre une API, j'ai envie que ça fasse ça, que j'ai telle info, etc. Mais voilà, mais je pense qu'avec quelques connaissances, tu peux commencer à faire des trucs un petit peu sympas, quoi. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions encore. Voilà, après, s'il y en a qui veulent discuter, après, je suis dispo, boire une bière. Merci à vous.